Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Je vais vous parler aujourd'hui de Fédération. Fédération, c'est une initiative qui a été lancée par l'Agence spatiale française, le CNES. Ça a été lancé maintenant, enfin l'idée en tout cas de départ a été lancée et soumise au président du CNES il y a 2 ans. Ça a été soumis à l'époque par Jacques Blamont, puisque certains connaissent peut-être Jacques Blamont, c'est le cofondateur du CNES. Donc, il a fondé le CNES dans les années 60, maintenant il a 92 ans. Et donc à 90 ans, il a soumis une idée au président du CNES en disant « écoute, c'est probablement le truc de l'avenir ça ». Et donc il a soumis une idée qui finalement s'est retrouvée formulée de cette façon-là. Alors ça c'est le postulat du départ de l'idée de fédération. Je vais vous le lire parce que c'est quand même ce sur quoi s'est basé le CNES au départ pour construire toute l'initiative. L'objectif c'est d'ouvrir le monde du spatial au plus grand nombre en mettant à profit la puissance de l'intelligence collective et le souci de chaque citoyen d'ancrer son action dans une démarche de création d'un monde futur. Donc, il y a vraiment l'esprit de dire on veut chaque citoyen qui est dedans. Alors, ça, on s'adresse à tout le monde, à n'importe qui, et dans l'objectif de créer quelque chose pour le futur. Mettre en place et animer un écosystème inspiré de l'économie collaborative pour faire émerger de nouveaux concepts spatiaux susceptibles d'être développés de manière collaborative en faisant même appel à des modes de financement innovants comme le crowdfunding. Donc on note, il y a économie collaborative, nouveaux concepts spatiaux, donc il y a vraiment une idée d'innovation derrière. Et puis bon, financement innovant comme le crowdfunding. Ça, c'est la lettre de mission qui a été confiée à Fabio Manolfi, qui est ingénieur au sein de la direction de l'innovation, des applications et de la science du CNES, il y a 2 ans, en lui disant ben voilà, il faut que tu transformes ça en un truc. Donc quelque chose en un mouvement qui se développe. Bon. Autant dire, quand il a reçu la lettre de mission au départ, il ne savait pas vraiment pas. J'ai fait quelque chose là? Allô? Allô? Je vais continuer à parler de... Donc quand il s'est lancé là-dedans, vous m'entendez toujours bien, même au fond? Très bien. Quand il s'est lancé là-dedans, il ne savait vraiment pas trop par où prendre le truc. Et donc le CNES, ce qu'a fait le CNES, c'est de commander une étude. Et l'étude en question, elle a fait une cartographie des initiatives d'open innovation, c'est peut-être ça dont on parlait un petit peu, qui existaient aujourd'hui. Donc il y a vraiment deux gros mouvements qui ont été vus dans cette étude-là. D'un côté, toutes les initiatives qui sont issues des institutionnels, des grandes entreprises, des acteurs établis. On est en plein dedans avec Leroy Merlin et puis les tech shops, enfin les ateliers de Leroy Merlin, donc c'est des trucs qui sont lancés par des grandes entreprises ou par des institutionnels pour soit toucher d'une nouvelle façon leurs clients, soit pour générer de l'innovation un peu plus ouverte que simplement au sein de leur département innovation. Mais quand même en mode c'est une initiative qui est portée par le haut et qui essaye d'aller vers le bas. A l'inverse, il y a des initiatives qui viennent du grand public, qui viennent des communautés. Il y a par exemple Kicksat, qui est Open Source Écologie, pour la garder à terme. Là, c'est vraiment des initiatives qui sont nées de gens qui se sont rencontrés, qui avaient une même passion pour un certain sujet, qui se sont dit allez, on lance nos initiatives de développement de matériel open source dans différents sujets. Et donc, on est beaucoup dans la culture du it yourself, maker et hacker. Donc, la question du CNES, après avoir fait cette étude-là, c'est bon, ok, on a vu ce périmètre-là, comment s'insère Fédération là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous, CNES, on fait une démarche à la manière de Débro, et donc on crée notre branche du CNES qui est la branche Fédération? Ou est-ce que, comment on fait pour générer un projet communautaire, sachant que si on génère un projet CNES, là encore, on ne pourra pas faire comment nous, en étant une structure qui va très pyramidale, qui va du haut vers le bas, on génère un projet qui va du bas vers le haut. C'est la grosse question. Donc c'était comment le CNES se met dans le dispositif. Il y a eu la grosse question, mais finalement, alors on est toujours dans le slide de CNES, voilà ce qu'a décidé le CNES. Ils se sont dit non, c'est pas une bonne idée de faire notre propre département au sein de Fédération, au sein du CNES. C'est pas non plus. Ils auraient confié la mission à une organisation qui existait déjà. Ils auraient pu dire tiens, WeShare, qui est un acteur de l'économie collaborative et solidaire, vous allez porter le dispositif Fédération. Sauf que ça allait devenir un truc qui était en plus de l'activité de l'objet social, qui se sont dit c'est pas forcément la solution la plus pérenne. Et donc ils se sont dit on va lancer une association de loi 1901
une asso qui est supportée par le CNES, initiée par le CNES, mais qui est composée de bénévoles, qui ne sont pas des gens qui ne travaillent pas pour le CNES, qui n'ont pas de, et sur lesquels le CNES n'a pas de moyens de contrôle. Le CNES joue un rôle de conseiller fondateur et de conseiller. Merci, c'est tout bon. Le CNES joue un rôle de conseiller, d'accompagnement, et notamment il donne aussi de la crédibilité et des ressources à l'association. Mais derrière, il n'a pas le droit de vote. Donc globalement, ce que décident les membres de l'association, même si le CNES avait envie que ça aille à gauche, mais si l'association décide que ça va à droite, eh ben, c'est possible. Donc pour le CNES, en tout cas, c'était on va dire un gros pari dans le point de départ. Enfin, ça reste toujours un pari, mais ça commence à se développer. Ça montre qu'ils n'ont pas trop mal parié. Et donc le CNES a fait le pari de laisser l'initiative prendre ses propres ailes au travers d'une association indépendante. Alors, en pratique, donc cette association Open Space Makers, elle a la mission de de faire une réalité de ce message-là, qui est de dire oui. Alors d'abord, c'est de dire à tout le monde que oui, le monde du spatial, il est ouvert à tout le monde. C'est pas juste réservé aux gens qui travaillent dans le spatial, que ce soit dans les institutions du spatial comme le CNES, l'ONERA et d'autres, ou que ce soit dans l'industrie du spatial, que ce soit les Airbus, les Safran, les Thales ou leurs sous-traitants. Mais vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Et en plus, on vous donne les outils et l'accompagnement nécessaire pour que vous puissiez vous lancer. Ça, c'est un des points clés aussi derrière, de pouvoir, évidemment, c'est bien de dire, bah oui, allez-y, lancez-vous, mais si on ne vous dit pas, en tout cas, si on ne vous accompagne pas sur le sujet, ça ne sert pas à grand-chose. Notamment quand on vous dit, allez-y, lancez-vous pour fabriquer un rover martien. Bon, soit on peut avoir l'envie d'eux, mais si on n'a pas les pas pratiques, c'est pas forcément simple. Donc notre mission, c'est de réaliser ça. Alors pour ça, on a quatre grands piliers, 4 grands niveaux, 4 moyens d'action. D'abord, il y a la charte fédération. Donc ça, donc l'association, elle-même a été créée il y a 1 an, en octobre 2017. Donc on est des gens qui viennent d'un peu de différents secteurs. En gros, comment est-ce qu'ils ont trouvé leurs bénévoles pour trouver l'association? Le CNES avait fait un petit tour dans le cadre de son étude, dans le cadre de son acculturation au domaine des makers. Ils sont passés dans des Fab Labs, ils ont rencontré dans des hackerspace, dans des makerspace, ils ont rencontré du monde, ils sont tombés sur certaines personnes qui étaient passionnées. Et ils ont créé une réunion ils ont organisé une réunion au sein du CNES en rassemblant pas mal de gens qui s'étaient montrés intéressés. Puis ils ont fermé la porte. Enfin, ils ont dit voilà, pour faire une association de 1901, il faut un président, un trésorier au minimum, qui est volontaire. Donc bon, ils ont fermé la porte. Donc de toute façon, il fallait qu'il y ait des gens qui se manifestent pour pouvoir fonder l'association. On a été quelques-uns à lever le doigt. Et donc l'association s'est lancée comme ça. Et donc depuis octobre 2017, donc on est notre première assemblée générale en octobre 2017, fondatrice de l'association, elle a déposé les statuts. Et donc depuis ce moment-là, on travaille vraiment sur la mise en place de l'infrastructure fédération elle-même, donc de justement toutes ces briques qui vont permettre à la fois de communiquer sur l'initiative, mais surtout de donner les moyens à chacun de se lancer dedans. Donc les gros moyens d'action. D'abord, il y a la charte fédération. Il n'y avait pas de cadre juridico-légal qui existait jusqu'à là pour que monsieur ou madame tout le monde se lance dans un projet de matériel spatial. Maintenant, il existe. Ensuite, et puis la charte fédération, c'est aussi, il y a un point clé qui est au cœur de cette charte-là, c'est l'open source. Tous les projets qui seront faits dans le cadre de fédération sont des projets qui sont open source. Et on va revenir un peu dessus sur ce que veut dire être open source. Ensuite, il y a une plateforme web collaborative. Donc là, elle a été lancée fin septembre de cette année, la première version, sachant qu'on travaille en mode itératif pour l'améliorer, pour ajouter des éléments. Cette plateforme web collaborative, son objectif, c'est de mettre à disposition, à la fois d'informer sur l'initiative, évidemment, de dire qu'est-ce que c'est fédération, de mettre à disposition des outils pour que les équipes qui travaillent sur des projets disposent des outils de gestion de projet. Alors ça va de juste un équivalent Google Drive pour avoir, je mets mes fichiers et puis je peux collaborer à plusieurs sur les fichiers. C'est des outils type équivalent Trello ou équivalent Slack, pour ceux qui ont l'habitude de travailler en ligne pour pouvoir travailler ensemble en commun. Et puis c'est aussi un endroit pour documenter les projets, puisque quand on parle open source, ça veut dire qu'on a fait de la documentation. Et donc sur cette plateforme-là, on publiera aussi tous les matériels, tous les documents qui se rapportent aux matériels qui auront été créés dans le cadre de fédération. Le troisième pilier, c'est la partie réseau et communication. C'est notamment ce qu'on fait là. On fait de la communication pour faire connaître l'initiative. Notre objectif, c'est bien que 7,5 milliards de personnes dans le monde aient entendu parler de fédération.
Après, chacun choisit ou non de se lancer, mais qu'au moins chacun se soit dit, oui, tu as les moyens de te lancer, quel que soit ton niveau, tes compétences, tes ressources et autres, tu as les moyens de te lancer dans un projet de matériel spatial. Et on t'accompagne pour le faire. Et puis le réseau aussi, c'est notamment de mettre en lien les personnes porteuses d'un projet. Potentiellement, j'ai envie de développer ma serre connectée sur Mars. Je suis peut-être tout seul dans mon Fab Lab et même dans ma ville à vouloir le faire. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui se trouve à Toulouse ou qui se trouve à Nancy qui a envie de le faire aussi. Et donc, en fait, le fait de se mettre ensemble à un niveau plus large que juste le cercle qu'on peut avoir autour de chez soi, ça permet de se lancer dans des projets qu'on n'aurait pas fait tout seul. Et puis réseau aussi, et après, dernier élément, c'est support direct au projet. On le sait, quand on veut faire du matériel, là autant pour du logiciel open source, c'est assez simple au-delà de l'aspect compétence. En tout cas, il n'y a pas besoin de beaucoup de ressources derrière, à part le PC et la connexion Internet. Alors que pour du matériel, il va y avoir besoin d'acheter des composants, il va falloir avoir aussi accès potentiellement à des outils particuliers. Donc le côté... Alors il y a une partie qui est l'aspect mise en réseau, parce que finalement, ce qu'on a eu comme retour... Au départ, on parle beaucoup aspect ressources financières. Ah ben oui, évidemment, il faut de l'argent pour pouvoir acheter des composants, et c'est vrai. Donc l'objectif est déjà, on est déjà en mesure de le faire aujourd'hui. Si quelqu'un a un projet et qu'il a besoin d'avancer dedans et qu'il lui manque, il lui manque des barres de titane ou il lui manque tel composant électronique, on est capable de l'accompagner. À la condition qu'au départ, il ait déjà documenté ce qu'il a fait jusqu'à maintenant et qu'il documente ce qu'il va faire avec l'argent qu'il va utiliser, enfin, qu'on va lui fournir. Mais, donc il y a une condition derrière, il faut un minimum à avoir travaillé dessus, mais en tout cas après on accompagnera. Mais en fait, ce qu'on nous a dit beaucoup en pratique, c'est pas tellement l'aspect ressources financières qui est le point clé au départ, c'est plutôt tiens, moi j'ai besoin d'accéder à tel outil, genre j'ai besoin d'un tour numérique, j'ai besoin d'une découpe jet d'eau, j'ai besoin d'une fonderie, et en fait il s'avère que peut-être qu'il y a un Fab Lab à un autre endroit en France qui a accès ou autre, et juste le simple fait de pouvoir être mis en lien avec le Fab Lab qui a accès à ça, déjà c'est un premier point pour pouvoir faire avancer un projet qui n'avançait pas juste parce qu'il manquait tel élément. Et aussi, donc on parlait matériel, financier et en compétences aussi. En pratique, à partir du moment où vous rejoignez Fédération, vous avez un réseau dans le spatial. Donc vous avez besoin de conseils de gens du CNES, on aura le moyen de demander à des personnes du CNES de travailler dessus, en tout cas ne serait-ce que donner les conseils pour quelle est la prochaine étape pour avancer. Si on n'arrive pas à trouver déjà des recommandations dans le cadre de la communauté elle-même qui se trouve dessus, parce qu'en fait, clairement, le niveau 1 des gens qui sont intéressés par ce sujet, c'est souvent des gens qui ont déjà une formation technique et qui travaillent dans des métiers techniques. Mais qui souvent sont passionnés de spatial et qui n'ont pas eu l'opportunité ou autre de se lancer dans du spatial ou pas sur un boulot qui les intéressait. Ça peut être un moyen pour eux. Donc ça te représente déjà un premier niveau de réseau. Mais en plus, vraiment pour n'importe qui se lance, même sans aucun réseau, quel que soit l'endroit où il habite, quel que soit l'endroit, ce à quoi il a accès en local, il peut derrière accéder à un super réseau d'aide, de compétences et de support pour ses projets. Donc voilà, les 4 grands axes sur lesquels on travaille aujourd'hui et dont l'objet, l'association Open Space Makers, elle est là donc pour développer ces éléments-là. Nous, on ne fait pas les projets nous-mêmes, même si évidemment la plupart des membres Open Space Makers sont aussi des porteurs de projets, mais en pratique, l'objet de l'association, c'est d'aider les projets. Alors, un petit mot sur l'open source. Qu'est-ce que ça veut dire open source pour du matériel? Pour du logiciel, on pense naturellement à ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un matériel open source? Un matériel open source, c'est donc un matériel qui est documenté et qui est documenté avec 4 éléments. Le premier, c'est une liste des composants, le Bill of Materials, donc c'est la liste liste des composants du matériel pour fabriquer le matériel. Le deuxième élément, je m'enlève un petit peu devant comme ça. Le deuxième élément, et puis après je vous lirai la petite phrase. Le deuxième élément, c'est les documents de conception. Donc ça peut être des simples schémas qui ont été faits à la main sur du papier, ça peut être des plans, des schémas CAO, ça peut être des schémas électroniques, ça peut être des calculs et autres qui ont été réalisés dans un simulateur et autres, etc. Ça, c'est le deuxième élément, tous les éléments de documents de conception. Ensuite, il y a un manuel d'assemblage, élément essentiel pour un matériel open source. Et dernier élément, c'est le manuel d'utilisation. Aussi utile, et notamment alors pour un système très simple, et vous verrez vous le savez, sur le web, on trouve très facilement des tutoriaux pour faire beaucoup de choses, mais quand on est sur un système assez simple, très bien. Quand on peut aller vers du système complexe, le manuel d'utilisation a toute son importance.
Une fois qu'on a ces 4 éléments-là disponibles à propos d'un matériel en particulier, on considère qu'il est open source. Et open source, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est librement consultable par n'importe qui, il est librement partageable, je peux le diffuser sans limite, il est librement modifiable, donc je peux améliorer sur cette base-là. Et le 4e élément, il est librement fabricable. Enfin, donc on a le droit de fabriquer et de construire sur cette base-là. L'idée derrière étant que on va permettre, là où le spatial aujourd'hui c'est quand même beaucoup de choses, beaucoup d'éléments très fermés, c'est globalement plein d'agences, d'entreprises qui travaillent de leur côté et qui pour beaucoup reproduisent ce que d'autres ont déjà fait à d'autres endroits. L'idée là est de dire que pour accélérer l'exploration du spatial, si on a tous une grosse base de données commune et qu'on est capable d'apprendre tous des erreurs les uns des autres, on va arriver beaucoup plus loin que si on continue dans le mode silo. Et si on est en plus capable d'inclure tout le monde, vraiment tout le monde derrière, on peut avoir un truc extrêmement puissant pour contribuer à l'exploration spatiale. Et puis, alors, il y a aussi un truc, donc là on parle d'innovation, mais il y a aussi un truc hyper important qui est l'aspect pédagogique qui va dedans, et l'open source est porteur de cet aspect-là. La petite phrase qui est écrite en bas, c'est « Rappelez-vous les enfants, la seule différence entre s'amuser et faire de la science, c'est écrire ». Et en fait, c'est écrire les choses et documenter les choses. Et en fait, le fait d'entrer dans une démarche de je documente, ne serait-ce que dire j'ai fait ça comme expérience, ça n'a pas marché et je pense que c'est ça qui a fait, je suis dans une démarche d'apprentissage, dans une démarche qui va aller plus loin que je suis en train de faire mon hobby. Ensuite, je parlais de la charte tout à l'heure, donc il y a l'aspect open source qui est dedans. Notamment, on indique dans la charte des recommandations de type de licence à utiliser, parce qu'il quand on parle d'open source, il y a des licences open source à utiliser. Mine de rien, moi au départ, quand je me suis lancé dans le truc, je me suis dit, la partie juridique, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin qu'il y ait un charte fédération qui soit en bas, quoi. Passons à la suite, quoi, aux trucs intéressants, aux projets et autres. En pratique, c'est juste excessivement important parce que dès qu'on parle d'un point où il risque d'y avoir de propriété intellectuelle et que des gens qui passent du temps dessus et que ça risque d'être réutilisé derrière par d'autres à des fins commerciales, il y a intérêt à ce que les choses soient bien protégées. Et surtout, quand on parle du domaine des grands groupes aérospatiaux, il y a matière à ce qu'il y ait conflit et autres, donc l'aspect juridique est hyper important. Dans la charte aussi, on fixe tout un ensemble de valeurs qui sont au cœur de fédération. J'en ai déjà un petit peu parlé. La collaboration, et c'est évident, l'idée de fédération, c'est bien de permettre aux gens de travailler ensemble, de faire des projets ensemble, pas forcément tout seul dans leur coin. Et on pense d'ailleurs que c'est en travaillant ensemble qu'on va aller le plus loin, qu'on va permettre de faire des projets de plus en plus intéressants et de plus en plus importants. L'ouverture aussi, c'est extrêmement important. Quand on est dans fédération, l'idée, on a bien l'esprit, donc l'open source, ça rentre en plein dans cet aspect ouverture. C'est aussi de dire, on veut permettre que le plus grand nombre en bénéficie. L'idée, c'est pas de faire du projet là-dedans en se disant, tiens, il y aura peut-être quelques ressources financières que je vais pouvoir faire avancer mon truc. C'est, je fais avancer un truc ouvert dont tout le monde va bénéficier. L'inclusion, pour nous, c'est hyper important. Il faut que chaque projet puisse dire, même si, alors certes, on est peut-être 5 PhD, 5 docteurs en physique à travailler ensemble sur un super projet de plasma, mais il faut que si quelqu'un se présente à la porte en disant, moi, salut, je suis aujourd'hui... je suis aujourd'hui chômeur et depuis longtemps, et de toute façon, mon boulot n'existe plus parce que j'étais maréchal ferrant avant. Qu'est-ce que je fais pour me lancer avec vous? L'idée, c'est bien que oui, les projets puissent être ouverts et qu'on puisse trouver des choses à faire et des étapes pratiques pour tout le monde. Donc vraiment, tout le monde doit pouvoir s'inclure dans les projets fédération. Après, avec des étapes adaptées, bien entendu. La pérennité, l'open source, c'est une des raisons pour lesquelles qui assure cette pérennité-là, c'est le fait que quand on fait un projet dans le cadre de fédération, c'est bien pour quelque chose qui soit conçu de façon durable et l'initiative, les actions qu'on doit mener dedans doivent être menées de façon durable. Et notamment, ça va avec la 5e valeur qui est l'aspect responsabilité. On sait, alors vous avez vu sur le stand, il y a des petites fusées expérimentales. Même pour ça, déjà, il y a besoin d'un certain nombre de responsabilités, ne serait-ce que pour tester un système de parachute. C'est tout con, hein. Nous, on s'est posé notre système de récupération de parachute ou de guidage de parachute. Comment on fait pour tester? Il y a un immeuble de 10 étages à côté de chez moi, on va lancer une bonbonne d'eau de 5 kg depuis cet immeuble-là avec le parachute et on verra ce qui se passe. Donc là, on n'est plus dans le cadre du tout de la responsabilité, en l'occurrence. Et donc l'idée, c'est de permettre de s'assurer que les projets, et on s'engage en rejoignant Open Source Makers aussi, à faire les choses
en respectant, en se disant je ne suis pas dans la zone grise. C'est je me lance dans un projet, j'ai des tests à faire et ça va arriver sur plein de sujets. Et ben j'ai un doute sur la légalité ou non du test que je prévois. On se renseigne et on travaille avec. Et là, on a justement, c'est l'intérêt d'avoir le CNES aussi derrière nous. S'il faut prévoir un test particulier en soufflerie ou autre, on saura le prévoir. Et puis le dernier point, extrêmement important, c'est la bienveillance. Alors, un truc, ça peut faire terme greenwashing, techno-bullshit et autres, mais pourquoi est-ce que c'est extrêmement important? On l'a pu le vivre déjà en un an de vie de l'association. C'est excessivement important de se dire il y a la bienveillance est au cœur de l'initiative, parce que sinon on aurait pu se retrouver, ça permet de passer au-delà de certains conflits, notamment d'ego, de personnes et autres. Le fait de se dire on est là non pas pour nous-mêmes, pas uniquement en tout cas pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, ça permet de tempérer les choses, de se dire attendez, réfléchissons avant de penser à notre ego ou à vos trucs ou à comment je suis pas d'accord avec machin parce que je l'aime pas. Voilà, réfléchissons. Et là, le fait d'avoir ces valeurs-là qui sont inscrites dans notre charte et de pouvoir dire à chacun mais attends, tu as accepté cette charte en devenant membre d'Open Space Makers, ça permet d'avancer de façon continuelle sur des bases saines. Alors la plateforme maintenant, alors c'est vrai que au début quand on parlait de notre initiative, on montrait quelques slides. Je vous propose d'aller directement dedans puisqu'on a maintenant elle est en ligne depuis fin septembre. Donc la plateforme fédération, hop, elle est là. On va y arriver. Voilà, ce n'est plus un slide là. Donc ça permet notamment alors de découvrir. Donc là, c'est exactement ce que je viens de. C'est un peu ce dont je viens de vous parler en quelques pages. Participer notamment, aller voir les projets. Alors on va y aller juste après. Comment est-ce qu'on démarre comment est-ce qu'on démarre dans un projet de matériel spatial? Voilà, plusieurs choses. Comment rejoindre un projet existant? Sachant que pour l'instant, alors je mets aussi, pour l'instant c'est assez light, assez léger de façon générale le contenu. Il y a vraiment matière à améliorer. Si vous avez des idées, vous vous dites mince, il manque ça, ça et ça. N'hésitez pas à venir nous dire il manquerait ça et ça, et puis même à dire puis moi je verrais bien comme ça, et puis moi je propose de le faire. En mode, donc n'hésitez pas, mais donc voilà, comment est-ce qu'on rejoint? Alors on peut rejoindre un projet existant, on lance son propre projet. J'ai aucune compétence pour mener un projet ou participer à un projet, comment je commence? Bon, évidemment, alors c'est pour ça qu'il y a une petite page à prendre derrière aussi. Là aussi, elle est assez basique pour l'instant, mais c'est un point de départ et ça ne demande qu'à être amélioré. N'hésitez pas. Donc, qu'est-ce qu'un matériel spatial open source? Par où est-ce qu'on commence? Alors, j'ai dit parcourir les projets fédération. Il y a plein de ressources disponibles en ligne. Ça, c'est juste extraordinaire ce qui est disponible. Là, pour l'instant, cette page-là, c'est une page statique, mais on va créer un wiki dédié à l'aspect base de ressources pour que chacun puisse y ajouter les ressources qui lui semblent importantes pour permettre ça. Il y a des trucs extraordinaires qui existent déjà sur le web. Notamment, la NASA a créé un manuel NASA CubeSat 101, donc de partir de zéro. C'est en gros tous les concepts de je débute pour fabriquer mon CubeSat jusqu'à ce que je le mets en orbite, avec toutes les procédures de comment je me tiens au cahier des charges de la NASA. Alors c'est dans le cadre des programmes NASA, mais c'est assez génial. Donc il y a une centaine de pages à se lire, mais quand on est motivé par le truc, voilà, il y a vraiment le manuel un à un pour je commence avec ma première soudure jusqu'à je mets mon truc en orbite. Le CNES a aussi alors le guide normatif simplifié du CNES. Alors simplifié à prendre entre guillemets, hein, mais en tout cas c'est toutes les procédures de gestion de projet spatial du CNES qui sont disponibles en ligne aussi. Il y a là aussi il y en a pour quelques bonnes heures de lecture, mais en l'occurrence il y a plein de choses déjà disponibles en ligne. Bon, sachant que ça reste quand même, il y a un certain palier quand même pour entrer dedans, enfin clairement. Et nous, l'un des objectifs de fédération, c'est de mettre ce palier le minimum possible. Donc d'aider encore plus, peut-être avec des tutoriaux, avec des MOOC et autres, pour pouvoir se lancer dedans. Bon, notamment, une des super façons de commencer, c'est de commencer par la fabrication d'un matériel spatial déjà existant. Ça peut être un super bon point pour se lancer. Et notamment, bon, je vais quand même regarder le temps qui me reste. 13h27, c'est bon. Parce qu'il y a notamment, alors vous connaissez peut-être les stations de réception sol SatNox. Donc c'est des stations de réception sol qui ont été développées par la LibreSpace Foundation, qui est une autre organisation qui promeut le spatial open source par tout le monde. Et en fait, l'objectif, c'est de construire une petite station
avec du matériel que vous pourrez facilement trouver d'étagères, différents fournisseurs, pour permettre de réceptionner des signaux satellites. Donc ça vous permet de recevoir notamment tous les signaux satellites radioamateurs. Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus soit de CubeSat, soit de charges radioamateurs qui sont embarqués dans des satellites ou des outils qui sont effectivement professionnels en fonction. En fait, ça contribue non seulement, vous apprenez les bases de l'électronique et de la radio, il y a un tout petit peu de mécanique pour l'assemblage du tout, mais en plus, ça vous permet d'agrandir un réseau mondial d'antennes, puisqu'en fait, toutes ces antennes-là, elles sont connectées ensemble, et ça permet par exemple, il y a un nouveau satellite qui est envoyé par une école d'ingé, et ben, elle peut s'appuyer sur ce réseau-là pour faire sa réception sol. Donc vous voyez, c'est un moyen simple de commencer, parce qu'il y a tout plein de tutoriaux qui sont disponibles pour faire créer différentes enseignes. Et puis là, vous êtes en train de reproduire quelque chose qui existe déjà, mais ça permet de se lancer, d'avoir les bases de comment je me lance dans l'électronique, dans la radio, dans la méca. Il y a aussi l'Ultrastop qui existe, c'est un télescope robotique contrôlé par un smartphone. Enfin, il y a plein, c'est des petits exemples, il y en a vraiment des tonnes qui existent de choses dans comment se lancer. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire tout le site sur la partie ressources. Alors ensuite, vous avez notamment un forum. Le forum, c'est élément essentiel d'échange. Est-ce que j'ai cliqué dessus? Non, j'ai pas cliqué dessus. Pas très grave. Mais bon, un des éléments clés pour trouver des gens, dire ah ben tiens, je suis intéressé par tel projet. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés pour se lancer avec moi dans ce projet-là? Et puis j'ai telles idées. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc le forum, c'est le niveau 1 du lancement d'un projet et de la mise en réseau et de la communication. Alors en pratique, quand on parle de projet, qu'est-ce que ça peut être? Il y a plusieurs... pour l'instant, je vous en montre quelques-uns qui sont sur la plateforme aujourd'hui, qui sont lancés. Donc c'est bien au stade de projet pour l'instant, ils ne sont pas encore finalisés, sinon ils seraient dans la partie ressources et puis utiliser le matériel. Là, les projets qui ont été lancés, quelques exemples. Alors, bon, projet soufflerie, il y a 2-3 projets autour des fusées expérimentales. Mais bon, l'idée étant toujours de se dire la fusée expérimentale n'est qu'un moyen d'expérimenter, c'est pas une fin en soi. C'est un moyen de tester un système, c'est un moyen d'expérimenter l'aspect je respecte un cahier des charges et je vais au bout des procédures de sécurité et autres. Là, le projet de production de ressources martiennes, c'est un projet qui est lancé en partenariat avec l'association Planète Mars, donc qui promeut l'exploration martienne. Hop, je vais y arriver. Il clique. Il a cliqué. Non, là c'était pas le bon clic. Il reclique. Ah, c'est bon. J'y suis. Donc il y a une petite introduction, mais notamment là ce que vous voyez, le visuel qui est là. Ça a été fait notamment par Richard Heinemann, qui est le vice-président de l'association Planète Mars, et qui est un ancien du CNES et qui a beaucoup travaillé sur beaucoup de systèmes spatiaux et orbitaux. Et en fait, il y a les 13 systèmes qui permettent de transformer les matières premières disponibles sur le sol martien vers des ressources utilisables par une colonie martienne. Et donc ces 13 systèmes-là, en pratique, alors pour la plupart, ils existent déjà aujourd'hui sur Terre, sauf que c'est des choses qui sont extrêmement lourdes, qui ont des applications industrielles souvent et coûtent très cher, et qui n'ont pas forcément beaucoup d'innovations qui vont dedans, parce que de toute façon, c'est des choses qui font le job aujourd'hui, donc qui n'ont pas besoin, pour l'utilisation actuelle, d'être améliorées. Là, l'objectif du projet, c'est bien de prendre chacune de ces briques et de voir qu'est-ce qui est faisable en Fab Lab, qu'est-ce qui est faisable par un hackerspace, et donc justement de les transformer en briques open source et ensuite de construire dessus et d'améliorer. Et peut-être que, après, une des questions qui va se poser, peut-être que dans 2 ou 3 ans, 2 ou 4 ans plutôt pour prendre les fenêtres de lancement, dans 2 ou 4 ans, une prochaine charge utile, une prochaine sonde de l'ESA ou du CNES qui ira vers Mars, embarquera peut-être un petit démonstrateur qui aura été développé dans ce cadre-là. C'est un des exemples de projet. Je reviens en arrière. Autre exemple... Non, c'était pas ce que je voulais. C'est bon. Autre exemple de Ah oui. J'ai compris. Il n'aime pas du tout les mouvements à la Windows. Est-ce que je peux... Bon. Je vais y arriver. Non, je ne vais pas y arriver. Bon. Eh ben non, ça marche pas. Tant pis, je vais repasser à mes slides. Ça ira mieux. Les slides. Voilà.
Et il clique ici. Il clique, c'est bon. C'est reparti. Donc, alors l'exemple de projet, ça c'est aussi un projet qui est lancé dessus. C'est un chasseur de débris orbital. Donc c'est le principe d'un robot avec des bras qui va récupérer les débris spatiaux et qui va les agglomérer sur ces différents modules. Ce sont des modules de propulsion, mais qui peuvent aussi être séparés les uns des autres et qui peuvent ensuite se désorbiter pour rentrer dans l'atmosphère. Donc c'est un projet qui avait été développé dans le cadre d'un master, oui, c'était une thèse de master à l'École nationale supérieure de création industrielle. Et le porteur du projet, il comptait continuer ça au travers d'un doctorat. En pratique, il a été embauché par un cabinet d'architectes en sortie d'études. Et donc, bon, autant dire qu'il avait d'autres. Il n'avait pas forcément autant de temps nécessaire à consacrer à ce projet-là. Et donc, le projet, maintenant, il est disponible, toute la documentation qui avait déjà été réalisée. Et le projet, il est prêt pour être continué sur la plateforme, via Fédération. Donc là, il y a déjà pas mal de travail qui a été mis dessus. Un autre exemple de projet, alors pas un CubeSat lui-même, mais un module de télécommunication pour une CubeSat. Aujourd'hui, ça coûte souvent assez cher quand on développe. Alors, un CubeSat, au global, ça peut coûter pas très cher. Maintenant, on peut développer un CubeSat pour moins de 100 000 euros. Pas très cher. Enfin, à l'échelle, en tout cas, de matériel spatial, c'est pas très cher. Mais surtout, souvent, il y a des systèmes qu'on achète sur étagère qui coûtent très cher, notamment la partie télémétrie, un transfert de données. Et donc, notamment, il y avait un satellite récemment, PicSat, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était un nanosatellite qui était dédié à l'observation d'une étoile en particulier pour voir les planètes qui passaient autour de cette étoile-là. Et ils avaient acheté juste le système de télécommunication, leur avait coûté de l'ordre de 30 000 euros sur le prix global. Alors qu'aujourd'hui, les radioamateurs, et donc notamment parce que c'est en partenariat avec l'AMSAT France, donc les radioamateurs qui travaillent pour les satellites spatiaux, ce type de système de télécommunication peut être développé pour que ce soit fabriqué à partir de composants qui sont sortis de l'étagère et fabriqués dans un Fab Lab. Donc là, c'est un des enjeux qu'il y a derrière ce système-là, de pouvoir d'arriver à faire du système donc, de transmission de données depuis un CubeSat. Un projet de cuve ultra vide. Bon, ça demande un certain niveau de technicité quand même. C'est pas faisable dans tous les Fab Labs, mais potentiellement là, c'est une photo qui vient de l'Electrolab à Nanterre. C'est un projet donc cuve ultra vide. Ça permettra de tester plusieurs des systèmes de CubeSat pas en apesanteur, mais en vide, en conditions de vide, et notamment s'il y a des systèmes de propulsion ionique et autres qui ont besoin de ça. Ça peut être testé dans ce cadre-là. Donc on peut imaginer que dans le cadre de fédération, il y a peut-être 1 ou 2 Fab Labs en France qui arrivent à créer leur cuve ultra vide et qui derrière puissent la mettre à disposition d'autres qui auraient besoin. Et au travers de fédération, évidemment, on trouve facilement qui a sa cuve ultra vide aujourd'hui. Celui-ci, j'en ai parlé. Alors ça, c'est pas un projet fédération pour l'instant, mais ce qu'on imagine aussi, c'est qu'il y a des partenaires industriels qui souhaiteront lancer des projets sur fédération. Donc admettons un Airbus, demain un Safran, qui dit tiens, tel système qui n'est absolument pas critique à mon business model, mais qui par contre, aujourd'hui, c'est un projet, un truc qui prend du temps chez nous, qui n'est pas optimisé et autres. Ça m'intéresserait qu'il y ait de la contribution en plus, et c'est pas très grave si tous mes concurrents en disposent aussi. Et ils peuvent dire tiens, je décide de le mettre sur la plateforme fédération et je suis prêt à supporter les équipes, là aussi, de ressources financières, ressources matérielles, accompagnement et autres, sur le développement de ce projet-là. Donc ça, c'est un des enjeux qu'on voit. Mais virtuellement, en se projetant dans un monde où on sait que des millions de personnes vont vivre dans l'espace et travailler dans l'espace dans les années à venir, ou demain étant à déterminer, mais en tout cas, on peut imaginer que virtuellement n'importe quel type de techno qui peut être appliqué dans une ville spatiale, dans une station orbitale ou autre, peut être développé dans le cadre de fédération. Le seul prérequis d'un projet fédération, c'est qu'il soit en lien avec le spatial. Il suffit d'argumenter sur le lien avec le spatial et qu'il respecte la charte fédération. Donc qu'il soit open source et qu'il suive les différentes valeurs. Et il ne reste plus qu'à terminer sur le fait que maintenant, vous l'avez compris, on fournit l'infrastructure. En fédération, on travaille sur mettre à disposition toutes les briques nécessaires pour que vous puissiez, chacune d'entre vous puisse se lancer dans des projets de matériels spatiaux. Allez-y, fédération-openspacemakers.com. Vous pouvez alors, en vous inscrivant sur la plateforme, vous devenez membre de l'association de loi 1901 Open Space Makers. C'est gratuit, mais ça implique que vous avez lu la charte. Donc, ne faites pas juste cocher, et puis hop, c'est bon, j'accepte, je valide. On a écrit en rouge pour dire attention, quand vous cochez tout ça, vous devenez membre de l'asso. Merci de bien lire les documents et pas juste de faire cocher. Mais une fois que vous êtes dedans, vous êtes membre utilisateur
d'Open Space Makers. Vous pouvez aussi faire le pas suivant, qui est devenir membre actif Open Space Makers. Là, c'est pour contribuer au développement justement des 4 piliers dont on parlait, de contribuer au développement de l'association. Et donc ça, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand après si vous êtes intéressé aussi sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des avis à chaud, des critiques? Très important les critiques, parce que plus on a de critiques et mieux on avance et plus on a de choses sur lesquelles construire. C'est comme pour les erreurs en open source, c'est parce qu'on fait des erreurs et qu'on les publie qu'on peut apprendre et que d'autres peuvent apprendre. Oui, bonjour, donc merci pour cette présentation. J'ai une petite question pratique qui peut paraître un petit peu paranoïaque, mais en fait, sur la question de la bienveillance, comment est-ce qu'on s'assure que les personnes qui rejoignent le projet sont vraiment motivées par de bonnes intentions? Parce que, ça peut paraître, comme je le disais tout de suite, un petit peu paranoïaque, mais il n'y a pas une très grosse différence, par exemple, je prends entre une fusée amateur, pour le cas d'une fusée amateur, entre une fusée amateur pour l'expérimentation et un missile. Parce que la charge utile, voilà, on met ce qu'on veut dedans. Ouais, c'est clairement une question qui nous a été pas mal posée. En pratique, fabriquer un moteur soi-même, concevoir un moteur de fusée, c'est interdit en France. Soyons clairs, et l'objectif de fédération, enfin, même pas l'objectif, le point de départ, c'est de toute façon un truc qui est interdit, on le fait pas. C'est simple, et c'est notamment là, sur cet aspect responsabilité, c'est on respecte les normes qui sont en place. C'est interdit en France, alors maintenant je qualifie le truc, c'est interdit en France quand on est DD et qu'on se lance dans son garage et qu'on se dit, tiens, je vais me faire mon moteur et puis mon système de guidage de moteur, et puis super, demain, en effet, j'ai un missile, il suffit de rajouter une charge explosive dedans. En pratique, l'idée de fédération, c'est de permettre de construire de la crédibilité aussi. C'est-à-dire que quand moi je suis DD ou je suis Micheline et j'ai commencé dans le cadre de fédération à faire un premier projet, alors je ne me suis pas lancé dans un moteur direct, je me suis peut-être lancé dans on l'a vu, le projet de soufflerie, ou je me suis lancé dans un projet de matériel qui permet de produire des ressources sur Mars. C'est un truc qui va être pas dangereux en lui tout seul. J'ai montré que je savais. Regardez, c'est documenté en plus. J'ai contribué, j'ai respecté le cahier des charges, je me suis impliqué, j'ai passé du temps dessus. Maintenant, je veux passer à une étape suivante. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Potentiellement, en fait, on crée de la crédibilité avec ça. En partant sur des projets qui n'ont pas de risque potentiel, ou en tout cas sur lesquels il n'y a pas de réglementation spécifique. Ça permet de dire après, vous voyez CNES, vous voyez ONERA, notamment l'ONERA, c'est l'institut qui encadre, qui fait notamment toutes les recherches autour des moteurs en France, de la propulsion. Ils font d'autres choses aussi, mais ils font beaucoup de choses sur ce sujet-là. Ça permet ensuite de leur dire, regardez, j'ai contribué à tel projet. Si demain on veut fabriquer notre propre moteur, comment on fait? Et donc là, ils voient c'est pas quelqu'un qui vient les voir après s'être fait exploser la main dans son garage. C'est quelqu'un qui vient les voir après avoir fait une démarche qui est quand même scientifique au final, et qui est une démarche d'apprentissage. Et là, il y a une vraie légitimité. Tu vois oui. Comment est-ce qu'on garantit en fait la bienveillance des personnes qui vont venir contribuer, qui vont venir s'intéresser, qui vont avoir accès à ces informations? Je sais que la question peut paraître un petit peu paranoïaque, mais en fait ça me paraît important parce que je pense qu'inévitablement il va y avoir des gens qui vont avoir envie, en toute bienveillance, de construire des fusées expérimentales comme ils font chez Planète Science et comme les clubs d'astromodélisme et d'aéromodélisme sont capables de faire. Comment est-ce qu'on est sûr qu'on travaille avec des personnes qui sont là en toute bienveillance? En fait, la réponse, c'est que de toute façon, sur la plateforme, il n'y aura pas, tant que la loi française ne l'autorise pas, il n'y aura pas de publication de plan d'un moteur de fusée ou autre dessus. Donc voilà, c'est assez simple. C'est tant qu'on ne peut pas le faire en open source. Il y a un sujet hyper intéressant pour continuer plus loin que ça. Il y a Copenhagen Suborbitals, peut-être que tu connais. C'est Copenhagen Suborbitals. Vous connaissez, c'est des Danois, des amateurs danois, alors amateurs maintenant, en tout cas une équipe, c'est vraiment un Fab Lab danois qui fabrique leurs fusées. Leur objectif, c'est de mettre quelqu'un dans l'espace. Donc envoyer quelqu'un dans une fusée à plus de 100 km d'altitude. Ils ont déjà envoyé quand même 5 fusées.
Ils ont fait des trucs, ils sont une cinquantaine de personnes, maintenant ils sont super organisés, c'est quasi professionnel leur truc. Au départ, c'était le projet open source amateur de fusée spatiale. Maintenant, c'est devenu le projet amateur de fusée spatiale. En gros, pour continuer leurs activités, l'État danois leur a dit c'est simple, vous pouvez faire des photos, vous pouvez en parler un peu à côté, à gauche, mais pas de documentation et pas de publication de documentation. Mais ils développent leur propre moteur. Et ils le font avec l'accord de l'État danois, des autorités danoises. Et quand ils lancent des fusées, il y a les gardes-côtes. Donc, ils ont développé une plateforme sur l'eau. Il y a des gardes-côtes qui accompagnent leur lancement de leur plateforme et autres. Mais en gros, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est un palier. Peut-être si absolument tu as envie de développer ton moteur, ça va peut-être t'amener à pouvoir développer ton moteur, peut-être pas à la fin dans un cadre open source et dans un cadre fédération, mais tu auras déjà eu de premières étapes pour te lancer dans un projet où tu as du cahier des charges, de la documentation à faire, parce qu'au final c'est ça. Enfin, c'est juste est-ce que je publie pas parce que c'est spécifique et que c'est en effet il y a du double utilisation, mais en tout cas tu as un premier palier pour te lancer dans du projet spatial. Mais ce qu'il faut voir en fait c'est que l'aspect propulsion en elle-même, c'est une petite partie. L'une des autres questions qu'on nous pose souvent, mais que vous ne vous avez pas posé, c'est ça veut dire que vous pouvez faire des lancements en orbite là demain? Donc en fait, la réponse c'est oui si tu as un truc qui mérite d'être lancé. Parce qu'il y a plein de places aujourd'hui sur des satellites commerciaux donc qui sont eux payés déjà. Il y a plein de places pour mettre des petits CubeSats qui vont aller en dessous et qui vont être lancés en même temps que le gros satellite commercial. Et ça, grâce au réseau et grâce au soutien du CNES, on sait qu'on l'aura. La vraie question, c'est est-ce que tu as quelque chose qui mérite d'être lancé? À aujourd'hui, développer son moteur, encore une fois, c'est illégal en France. Voilà, hors d'un cadre. Donc de toute façon, ça ne rentrera pas dans un cadre d'un projet fédération. Enfin, soyons hyper clairs. Par contre, si demain vous pensez que ça doit être légal et que vous écrivez à votre député pour demander à ce que ce soit, parce que finalement c'est ça, c'est une question là de représentation. Qu'est-ce que décide il y a des pays dans le monde où c'est pas illégal, ou en tout cas on peut faire beaucoup plus de choses autour des moteurs que ce qu'on peut faire en France. Si vous pensez que ça doit changer, écrivez à votre député pour demander à ce que ça change. Dans fédération, on fera de toute façon des trucs qui sont légaux. Voilà, ça, si ça répond peut-être à ta question au final de départ, c'est de dire que à la limite, on en discutera peut-être au stand si tu veux. Alors, en fait, c'est plutôt le fait d'avoir écrit bienveillance dans la charte. C'est plus ce à quoi ça te ramène. C'est-à-dire, tu t'es engagé à l'être. C'est ne serait-ce que dans les relations entre personnes. Hein. C'est, y a des moments où tu es dans un projet, tu le sais, il y a des moments où ça se passe moins bien qu'à d'autres. Il y a des questions où ton ego entre en ligne de compte. Le fait d'avoir ça permet d'avoir un point de référence qui dit, attendez, regardez, est-ce qu'on est bien en train de faire ça dans cet esprit-là? Et si tu te dis il y a une alerte dans l'équipe sur le sujet, ça peut être un moment de dire, attendez, est-ce qu'on est vraiment en phase avec ce qu'on se dit là? Le fait de l'avoir écrit, c'est excessivement important parce que ça donne une référence sur laquelle se baser ensuite dans les échanges avec d'autres. Même si, évidemment, je veux dire, on le sait très bien, c'est pas parce qu'on a signé un truc en particulier que tout de suite ça nous rend merveilleux, quoi. Hein. Mais le fait de bosser, je rappelle, moi il y a une phrase que j'adore de Saint-Exupéry, la meilleure façon d'unir les hommes, c'est de les faire travailler ensemble. Et en pratique, là, on fait travailler les gens ensemble. Moi, je vois les liens que j'ai pu créer à l'Electrolab en faisant une fusée avec les gens que je connaissais pas du tout. En gros, des gens qui viennent me voir, on a fait une fusée expérimentale, donc ça s'est autorisé. On s'est retrouvé à être dans une équipe où on était 5, 6, voire plus. Le simple fait d'être... je connais pas ces gens-là, j'ai pas d'affinité particulière avec eux. Potentiellement, c'est sûr que si c'était juste pour se retrouver boire un verre ensemble, j'aurais peut-être pas fait en point de départ. Mais le fait d'avoir fait le projet sur 2 ans, d'avoir vécu une semaine dans un dortoir, dans une base militaire, d'avoir galéré ensemble jusqu'à tard la nuit pour arriver à qualifier la fusée et s'assurer qu'elle soit lancée en toute sécurité, là, ça crée des liens géniaux, quoi. Et puis derrière, tu peux te dire, oui, ça crée de la confiance et ça crée de la connaissance des gens. Il y a d'autres questions encore? Sinon, n'hésitez pas aussi, on peut en discuter autour du stand. Je ne sais pas quelle heure il est, d'ailleurs. Mais il est probablement pas loin de l'heure d'arrêter. Donc, bon.
est-ce que sur votre plateforme, vous avez une sorte de catalogue où en fait vous mettez qui possède quoi? Par exemple, cette personne a un Fab Lab, cette personne a des ressources. Ça fait bien partie des fonctions qu'on va ajouter. Donc clairement, oui, c'est un des objets d'avoir d'un côté une carte des Fab Labs pour avoir là où sont déjà menés des projets spatiaux, parce que de toute façon, il y a déjà des cartes des Fab Labs juste hors projets spatiaux. Il y en a plein, enfin, notamment il y a les cartes de Makery. Si vous allez sur le site de Makery, vous trouverez facilement la liste, ou du réseau français des Fab Labs d'ailleurs. Mais sinon, l'objectif, c'est aussi d'avoir à disposition sur le site une base de ressources, un peu en le sens, oui, j'ai besoin de, je peux en parler de découpe jet d'eau, j'ai besoin de découpeuse laser, mais qui est capable de faire pas seulement du bois, mais aussi de l'acier, etc. J'en ai à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Oui, pareil pour les ressources. Alors, ça, c'est un sujet qui est plus sujet à débat, justement, l'aspect ressources, de dire, bah, tiens, à tel endroit, on a un spécialiste de tel sujet, parce qu'il y a une... ouais. Le fait de documenter ça, ça peut être une limite à l'exercice. Il y a des gens qui ne souhaitent pas être documentés dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas forcément fait comme ça. Ce sera plus, tiens, j'ai une question, je la pose sur le forum, s'il y a une personne appropriée ou sur l'un des moyens de discussion, plutôt que il y a machin à tel endroit qui fait ça. Mais en tout cas, on saura que le projet machin est mené à tel endroit, ou qu'il a été mené par. Déjà, c'est une indication de... Encore des questions ? Donc une question un petit peu moins philosophique et plus pragmatique. Donc comment est-ce que ça se passe l'établissement du partenariat avec les Fab Labs? Parce que par exemple, moi je suis membre fondateur de l'association AtLab, les Fab Labs de l'Ouest parisien. Et on bénéficie d'un certain nombre, on dispose d'un certain nombre de ressources de fabrication numérique, découpeuses laser, impression 3D, tout ça du côté de Saint-Quentin en Yvelines et de Versailles. Comment est-ce qu'on établit un partenariat avec vous pour pouvoir vous supporter dans les réalisations de vos projets? Alors, en fait, c'est vrai qu'on a déjà eu des échanges avec le AtLab, donc, en l'occurrence, mais en fait, le point clé, c'est de se dire, plutôt que de se dire on fait un partenariat en place, on a ce qui va bien en convention partenariale et autres pour le mettre en œuvre. Le point clé, c'est d'avoir des gens qui sont motivés. Est-ce qu'il y a déjà une équipe? Au final, c'est ça qu'on recherche, c'est d'avoir la personne ou les personnes motivées à un endroit ou à un autre qui disent « Ah ben tiens, je vais me lancer dans tel projet » et à partir de là, on construit là-dessus, plutôt que l'inverse. De toute façon, il y a un Fab Lab, donc d'ailleurs, on encourage les gens, par contre, à rejoindre les Fab Labs le plus proche de chez eux. Donc là, c'est de dire, on a volontiers allez, vous habitez à Saint-Quentin en Yvelines, et allez au AtLab, enfin allez au SQY Lab, allez-y, et devenez membre de ce Fab Lab-là. Et ensuite, lancez-vous dans un des projets fédération. Et ensuite, une fois que des personnes montent derrière, qu'il y a le noyau qui se crée, on part dessus, ça permet de construire des choses. Et notamment quand on parle de support financier, alors c'est un des sujets qui sont en discussion aujourd'hui. L'un des projets du support financier, enfin l'un des prérequis qu'on a indiqué, c'est qu'il faut que ce soit pas de transfert d'argent à des personnes physiques. On veut forcément que ce soit des personnes morales quand on fait du support financier. Donc, et ça peut être un Fab Lab. Donc s'il y a une équipe qui est en train de se monter sur un sujet et qui dit tiens, je suis membre de l'association AtLab, on veut des ressources dans notre projet, les ressources vont être transmises via potentiellement l'association, via le projet lui-même. Ça va peut-être permettre d'acheter des ressources qui permettront d'acheter un outil spécifique dans ce Fab Lab et autres, mais tout doit être... Encore une fois, on fait du support au projet, on ne fait pas du support au lieu, mais indirectement, en pratique, on fait aussi du support au lieu par ce moyen-là. Alors, merci pour cette réponse. C'est pas ce que j'avais en tête, moi, c'est juste histoire de répondre, mais ce que j'avais plutôt en tête, c'était justement vous supporter dans l'autre sens, parce que j'imagine que vous n'avez pas de matériel spécialement propre, et... On n'a pas vocation à l'avoir. Vous n'avez pas vocation à en avoir. Donc en fait, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on facilite les choses pour les membres de fédération pour contribuer et travailler avec les moyens techniques qui permettent de faire avancer les projets. Donc c'est plus dans ce sens-là que je voyais, parce que finalement, nous, au niveau AtLab et au niveau de nos Fab Labs, on a les ressources matérielles, on a les ressources de financement, on a un écosystème de cotisation. Après, ça nous plairait juste, je pense,
d'être associé au projet, parce que c'est un super projet, hein, je profite pour le dire. Et comment ce serait vraiment vous soutenir dans la réalisation et la concrétisation des projets. Bon, je te propose qu'on en discute ensemble, puisque finalement, il y a le cas spécifique. Le point de départ, ça va être, on le met sur la plateforme en tant que lieu où se déroule. Alors aujourd'hui, on a juste une bête liste des Fab Labs dans lesquels on sait qu'il y a déjà des projets qui se mènent, ou qu'il y a un terreau favorable au projet de matériel spatial. Mais potentiellement, donc demain, on aura une carte disponible sur le sujet pour dire, regardez, à tels endroits, il y a déjà soit le contact qui peut vous aider ou autre sur le sujet. Et après, on va le définir ensemble. Merci à tous. Et puis à très bientôt alors. Vous avez l'adresse de la plateforme qui va bien.